À toutes et à tous, ravi que vous soyez là. Je vais vous parler des bases anatomiques et physiologiques du stress traumatique et surtout des solutions pour s'en sortir. En fait, le stress, c'est le mal du XXIe siècle. Ce sont des notions. C'est une notion qui a été définie en 1936 par Hans Selye, qui était endocrinologue à l'Université de Montréal, comme un ensemble de moyens physiologiques et psychologiques mis en œuvre par la personne pour s'adapter à un événement donné. Donc, vous voyez, c'est vraiment le début de la notion de stress, parce qu'il a fallu attendre encore les années 1980 pour, avec une accélération du temps, pour qu'aux États-Unis, on commence à définir le syndrome de stress post-traumatique, qu'on a appelé ensuite trouble de stress post-traumatique, chez les vétérans de la guerre du Vietnam. Ils ont été tellement traumatisés, les soldats ont été tellement traumatisés par cette guerre, qu'ils sont rentrés complètement inadaptés à la vie. Et c'est là qu'ont commencé différentes thérapies aux États-Unis. En parallèle, on connaissait très très peu dans les neurosciences les émotions. Qu'est-ce qui se passait dans le cerveau quand on avait des émotions. Et il y a Ekman qui a défini les émotions, et ensuite, surtout, Ledoux qui a défini une région du cerveau qu'on appelle l'amygdale, ou le complexe amygdalien. Ça n'a rien à voir avec l'amygdale de la gorge, bien évidemment. C'est des noyaux sous-corticaux, sous le cortex, au niveau du diencéphale. Et là, l'amygdale, le complexe amygdalien, est la plaque tournante des émotions. C'est-à-dire, toutes les sensations arrivent là et de nombreuses informations sur les émotions. Donc, en fait, cet événement, le stress, est relié aux émotions. Un stress soudain ou son anticipation entraîne l'expression d'émotions associées à des réactions physiologiques dans notre corps et notre cerveau. Donc, mais le stress, il peut être bénin, bénéfique ou traumatique. Il est bénin, bon, l'émotion, c'est l'étonnement, la surprise, ou même bénéfique, le contentement. Mais quand il y a l'expression de la peur et d'une très grande peur, il peut devenir traumatique. En fait, le stress, c'est notre allié dans la vie de tous les jours, c'est indissociable à la vie. Et ça vient du fond des âges. Et tous les vertébrés sont soumis au stress. Parce que, bon, dans la nature, on est dans la survie, tout le monde est dans la survie, les animaux et l'homme. Et face au danger, il y a de la peur, avec la réaction corporelle. On va voir avec les systèmes neurovégétatifs et l'axe corticotrope, la réaction corporelle, mais il y a aussi une espèce de plaisir, de motivation à s'en sortir. Et ça, chez tous les animaux. Donc, par exemple, quand vous montez sur scène, c'est un stress, ou que vous passez un examen, c'est un stress, mais après, vous êtes quand même content d'avoir pu dépasser ce stress et avoir réalisé votre but. Donc, il y a du plaisir, de la motivation. Donc, c'est toujours les émotions et le système limbique, avec le circuit du plaisir et de la récompense, et le système préfrontal, le cortex préfrontal dans la motivation. Alors, si on regarde la réaction de base de l'animal à l'homme face à un danger, à une agression, en fait, le danger peut être réel
ou supposée. Hein. Donc, il y a une émotion, une peur qui est ressentie, et qu'est-ce que fait l'animal? Eh bien, il fuit, il va vers l'action, soit il fuit, soit il combat. Et dans la fuite et le combat, il y a de l'action, donc quelque part, ça va, il s'en sort. Hein. Mais si la fuite et le combat sont impossibles, il y a l'arrêt de l'action. On connaît bien ça dans la nature sous la forme de ce qu'on appelle le freezing, c'est-à-dire l'antilope s'arrête, fait la morte et est sauvée. Bon. Donc c'est une sidération, arrêt, et cette sidération, après ce stress aigu, eh bien, elle va, quand le danger est parti, elle va reprendre sa vie. Mais si il y a répétition du stress, hein, ou du danger, hein, par exemple, pour l'homme, le harcèlement, eh bien, si la personne n'exprime pas une porte de sortie, c'est-à-dire ne dit pas qu'elle est harcelée et tout ça, ça va devenir du stress chronique. Voilà les différentes formes de stress. Donc, on peut voir ça, que le stress, il est bénin ou bénéfique. C'est ce que j'appellerais le stress adaptable. On s'adapte en se battant. Et là, en se battant dans la fuite ou dans le combat, on est dans l'action. Donc, il y a une porte de sortie. Et en général, tout va bien quand on a des portes de sortie. Mais si le stress devient chronique ou qu'il est traumatique, il y a une espèce de sidération, la personne ne bouge plus, et à ce moment-là, ça devient grave. Et ça se tourne en anxiété et en dépression, puisque la personne est en état de sidération. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe lors d'un stress dans le corps et le cerveau. Parce que c'est là, déjà, où la réaction est la première en place. Bon, je prends la situation la plus simple, classique. Je suis face à un lion dans la savane. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps et mon cerveau? D'abord, mes sens. C'est les sens. Je vois, j'entends, je sens le lion. Mes émotions, j'ai peur. Donc, mes sens vont directement à l'amygdale et entraîner de la peur. Ensuite, en même temps, qu'est-ce que j'ai? J'ai une décharge d'adrénaline avec le cœur qui bat, je transpire, des sueurs froides, la peau complètement irritée. Ça, c'est mon système sympathique qui est activé, hein, qui entraîne la sécrétion de cortisol et des hormones du stress dans l'ensemble du corps et du cerveau. Hein. Et puis, tout d'un coup, je dis, mais il faut que je fasse quelque chose. Hein. Tout d'un coup, le cognitif vient et je décide de fuir, je décide de faire quelque chose en fonction de la situation. Et là, c'est le cortex préfrontal. Alors, cette régulation autonome, neurovégétative, qui est la première réaction qui se présente, vous savez qu'on a un système nerveux central, un système nerveux périphérique avec les nerfs moteurs et sensoriels, mais il y a surtout ce système neurovégétatif qu'on appelle aussi autonome, qui régule nos organes, c'est-à-dire les battements du cœur, le transit intestinal, enfin tout le fonctionnement de nos organes. Et là, il y a l'accélérateur de ce système, qui est le système sympathique, et le frein, qui est plutôt le système parasympathique. Mais comme en biologie, il y a toujours des exceptions. Donc, ça ne marche pas tout le temps comme ça. Mais globalement,
il y a libération d'adrénaline, de noradrénaline, et il y a surtout un nerf qui est le nerf vague, qui est acétylcholine, mais énergique, mais qui est parasympathique et qui sert de frein. Alors, le nerf vague, tout le monde connaît le nerf vague, parce que quand on fait un syndrome vagal, qu'est-ce que c'est? C'est le nerf vague qui n'arrive plus à remplir sa fonction. Ça veut dire que la personne sent qu'elle va tomber. Moi, je suis un tempérament vagal, je sais, ça ne va pas, je vais tomber. Donc, je me couche avant de tomber. Bon. Et je mets les jambes en l'air et je respire. Et à partir de là, j'arrive, je sais qu'au bout d'un certain temps, ça va passer. Parce que quelle est la fonction végétative, la seule fonction végétative que l'on peut réguler consciemment, inconsciemment, c'est la respiration. C'est marqué, mais bon, la respiration. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que, en fait, quand on est stressé, on a intérêt à respirer et pas bloquer sa respiration. Hein, parce que c'est ça qui va réguler notre système sympathique, parasympathique, qui va stimuler le nerf vague. Et par l'attention, on fait attention, on prend conscience qu'il faut qu'on respire. Hein. Donc, voilà comment ça se passe quand on est dans un stress. Il y a d'abord l'alarme qui est donnée par le locus coeruleus avec la noradrénaline, l'adrénaline qui va aller stimuler le cortex, les surrénales, hein, le cortex surrénalien, qui va libérer du cortisol avec des régulations des hormones du stress. C'est ce qu'on appelle l'axe cortico parce que c'est le cortex surrénalien, hypothalamo-hypophysaire. Hein, c'est-à-dire ces régulations de molécules d'hormones du stress qui vont circuler dans le sang, libération de cortisol. Cette libération de cortisol va le cortisol va aller se fixer sur des récepteurs glucocorticoïdes dans l'ensemble, dans le corps et le cerveau. Ça veut dire que, par exemple, ça c'est chez l'homme, l'amygdale va être stimulée avec le cortisol. Hein. Donc, c'est la mise en branle de tout ce système. Ça commence par ça. Alors, la respiration aide à gérer le stress dans la vie quotidienne. Et ça, tout le monde peut le faire. Hein. Une respiration lente, abdominale, régule l'homéostasie parasympathique vagale. Hein. Et il y a simplement, en respirant, vous allez diminuer vos taux de cortisol circulant. Hein, c'est quand même pratique. Et par exemple, vous avez la cohérence cardiaque qui a été introduite par David Schreiber. Mais bon, c'est pas si facile. Hein. La cohérence cardiaque, c'est pas si... Moi, j'essaye de le faire, mais j'y arrive pas. Hein. Parce qu'ils vous disent une respiration lente, 6 respirations à la minute, pendant 3 minutes, 3 fois par jour. Ben, bon, faites-le déjà lent, ça sera déjà pas mal, parce qu'on croit que c'est facile de respirer, mais très peu de gens respirent comme il faut. Hein. Vous avez qu'à voir quand vous avez chez le kiné ou machin, vous dire « Oh, vous respirez à l'envers » ou « Vous respirez... » Vous voyez? Donc, mais ça, c'est un outil que vous pouvez utiliser ad libitum, vraiment quand vous voulez. Hein. Donc, c'est quand même très pratique. En plus, il y a différentes techniques d'interoception, c'est-à-dire la prise de conscience de ses ressentis intérieurs. Ça, c'est quelque chose, on est toujours branché vers l'extérieur, mais on a intérêt à se brancher vers l'intérieur. Et vous avez la relaxation, la sophrologie, le yoga, la méditation, le tai chi, le qigong, il y a des tas de techniques.
Donc, il suffit que vous trouviez celles qui vous conviennent mieux, parce que sur le marché, il y en a beaucoup. Donc, vous choisissez la technique qui vous convient le mieux. Et cette gestion du stress est quand même... Moi, j'ai supprimé mes antihypertenseurs parce que mon hypertension était donnée par le stress. À partir du moment où j'ai commencé à faire de la méditation, j'ai plus besoin d'antihypertenseurs. Vous voyez, donc la respiration, c'est un outil extraordinaire. Alors, on continue, parce que le stress, on a vu que le rôle des émotions est extrêmement important, puisque c'est la peur essentiellement qui nous fait réagir en premier. Alors, il y a 4 systèmes. Limbique, ça veut dire les circuits des émotions qui sont interconnectés. Alors, j'appelle le cerveau endocrinien ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les molécules qui circulent entre le corps et le cerveau. On va d'abord revoir ce système limbique. Alors, il y a dans ces molécules circulantes entre le corps et le cerveau, bon, les hormones dont je vous ai parlé, le cortisol, hein, et tout ce dont je viens déjà de vous parler, qui est la première réaction au stress, mais il y a aussi des neurotransmetteurs, parce que la noradrénaline et l'adrénaline sont aussi des neurotransmetteurs, qui réagissent donc dans l'urgence, dans l'alarme. Vous avez d'autres neurotransmetteurs comme la sérotonine, qui règle les humeurs, plutôt, et la dopamine, qui est plutôt dans le circuit de la récompense et dans l'effort. Vous voyez, ces molécules circulent entre le corps et le cerveau. Et en plus, il y a quelque chose qui est important, c'est-à-dire que le stress module l'immunité, hein, c'est-à-dire vos défenses de l'organisme face aux maladies. Bon, de toute façon, on peut prendre comme exemple les populations nordiques qui vont prendre des bains froids dans de l'eau glacée, hein, et ça, comme stress corporel, on ne peut pas trouver mieux. Eh bien, en stressant leur corps de cette manière, ils augmentent leur défense immunitaire, l'immunité tissulaire ou l'immunité humorale, vous en avez entendu parler avec le Covid, les différents types d'immunité, avec toutes ces cytokines circulantes, enfin toutes ces molécules circulantes dans le sang qui font que notre corps est capable de se défendre ou pas. Donc vous voyez, le stress agit sur beaucoup de facteurs corporels et le stress est en fait aussi un cofacteur déclenchant de nombreuses maladies. Par exemple, on voit souvent que les gens ont un deuil et ensuite ils sont stressés par un deuil, ensuite ils développent un cancer ou des maladies cardiovasculaires. Donc le stress est vraiment un cofacteur de déclenchement de maladies. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup à faire de prévention sur ce stress. C'est pour ça que je fais ces conférences, c'est la prévention sur ce stress. Parce qu'il y a eu des nouvelles disciplines qui est étudiée d'ailleurs au laboratoire, dans ce laboratoire à Robert Debré, c'est la psycho-neuro-endocrino-immunologie. Ça veut dire que toutes ces molécules circulantes sont en interaction les unes avec les autres. Et le stress agit beaucoup sur ces molécules circulantes. Vous voyez, c'est extrêmement complexe. Maintenant, je vais vous parler d'un autre système. Alors, les systèmes dont je vous parle, ce sont des systèmes qui ne sont pas séparés. C'est moi qui les sépare pour que vous compreniez ce qui se passe. Hein? Autrement, c'est compliqué. Mais tout ça est interconnecté. Alors, le deuxième... Oui. C'est le circuit de la peur.
Alors, je vous ai dit que le noyau essentiel pour gérer la peur, c'est l'amygdale. Et l'amygdale, c'est une espèce de plaque tournante où vous voyez le cerveau endocrinien envoie des connexions, envoie des signaux au niveau de l'amygdale. Vous avez les voies d'entrée sensitives. Quand j'ai dit qu'on voit le lion, ça va directement au niveau de l'amygdale. Hein, et surtout pour les odeurs. Alors là, il n'y a aucun filtre. Pour les odeurs, il n'y a aucun filtre. Alors que, bon, ça peut passer par le cortex aussi, parce que, vous voyez, tout ça est beaucoup plus compliqué que je dis. Mais n'empêche que l'amygdale, c'est le premier prévenu. Hein? Et puis, vous avez l'action, ça entraîne l'action. Hein, l'action au niveau du tronc cérébral, mais évidemment, il y a le cortex aussi, mais bon, plutôt au niveau du tronc cérébral. Et puis, il y a le circuit de la récompense qui est aussi branché sur le système. Et bien sûr, le traitement cognitif, puisque je décide de partir, je décide de fuir. À un moment, il y a une prise de conscience de ce qui se passe, donc quand même, le cognitif se met dessus. Alors, en fait, quand on voit la réaction de base de l'animal à l'homme, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand face au danger, il y a la fuite, le combat ou la sidération, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a le stress, alors le stress aigu et le stress chronique et traumatique. Alors, quand il y a sidération avec un stress chronique et traumatique, il y a une perturbation de l'organisme. On est perturbé. Hein? On recherche, et il y a une recherche anormale de sensation de satisfaction. On va voir après dans des exemples. Hein? C'est-à-dire que quand on n'est pas très bien, eh ben, on va aller grignoter, on va aller... vous voyez, une recherche d'aller se faire plaisir vers de la satisfaction avec la stimulation du circuit du plaisir ou de la récompense. Et ce circuit, c'est le circuit des addictions. Donc, maintenant, je vais vous parler du circuit de la récompense dopaminergique qui joue un rôle important dans le stress. Alors, ce circuit de la récompense dopaminergique, il est lui aussi limbique, c'est aussi branché avec les émotions. Hein? Alors, il y a un noyau dopaminergique mésencéphalique qui s'appelle l'aire tegmentale ventrale, enfin un noyau qui envoie des afférences dopaminergiques dans différentes régions qui sont indiquées ici, et en particulier le cortex préfrontal, qui est le cortex de la motivation et de la décision. Hein. Et puis, cette dopamine régule aussi au niveau de l'amygdale et au niveau des mémoires. Hein. Donc, vous voyez, c'est d'une grande complexité, mais le circuit de la récompense, on croit que c'est un circuit du plaisir, etc. Mais c'est un circuit qui est ancestral, qui vient du fond des âges. Hein. C'est-à-dire que, au cours de l'évolution, il a bien fallu que du poisson à l'homme, il existe. Hein. Ce circuit, il existe dans toutes les espèces, pratiquement. Hein. Et c'est ça qui va inciter l'animal ou l'homme à manger, à trouver un partenaire sexuel, à se protéger du froid. Vous voyez, c'est indispensable à la vie. Face au danger, on a une action, on a un déplaisir. Dans la lutte ou la fuite, on a un plaisir, du plaisir à lutter. Hein. Et ça, dans toutes les espèces. Et chez l'homme, c'est particulièrement développé. Hein.
la stimulation, ce circuit chez l'homme, on l'appelle le circuit hédonique, hein, c'est-à-dire le circuit du plaisir, mésocortico-limbique. C'est la base de la triade désir, action, satisfaction. Hein, l'homme, s'il n'a pas de satisfaction, c'est quand même difficile. Et ça conduit à la motivation, à la prise de décision, vers l'action qui se fait au niveau du cortex préfrontal. Donc vous voyez, le stress, il est aussi connecté avec cette motivation de s'en sortir. Alors, maintenant, on va voir le rôle essentiel des émotions. Le quatrième système, c'est le réseau des mémoires. Parce que, en fait, si on n'existe pas sans mémoire, hein, c'est-à-dire c'est les mémoires qui vont faire nos réactions au stress. Et nous ne sommes pas égaux face au stress, avec nos mémoires émotionnelles singulières. Hein. On connaît tous des familles de stressés et des familles de non stressés. Hein. C'est clair qu'on n'est pas égaux. Et je reprends la phrase que j'ai trouvée dans le manuel anti-stress du docteur Gourion. La plupart des personnes qui se sentent heureuses depuis l'enfance ne souffrent pas de stress. Elles gèrent leur stress naturellement. C'est intéressant. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a beaucoup accumulé de stress traumatique de l'enfance, inconscient, dont on n'a pas vraiment conscience. Et ça, c'est pour ça que Boris Cyrulnik a introduit les 1000 jours, de faire des 1000 premiers jours, de manière à être en sécurité et ne pas être stressé les 1000 premiers jours de la vie. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Dès notre naissance, nous sommes réactifs, réceptifs au stress subi. Hein? Autour de la naissance, les fonctions végétatives sont là, les hormones du stress sont là, le cortisol est là, hein, et le circuit de la récompense est là, c'est-à-dire que le bébé, il prend énormément de plaisir à téter. Tout est là. C'est-à-dire que le bébé, il a toutes ses fonctions, mais ne gère pas ses émotions. Il n'arrive pas à les gérer, puisque il n'a pas encore son cerveau cognitif capable de prendre le recul par rapport à ses émotions. Donc, il est très vulnérable au stress et aux mémoires traumatiques de l'enfance. Hein. Et ces mémoires, elles sont implicites, ça veut dire qu'elles sont inconscientes et elles s'ancrent dans le bébé, dans sa mémoire, et c'est très difficile d'aller les chercher puisqu'elles sont inconscientes. En fait, le bébé a un besoin impératif de sécurité. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'attachement. C'est-à-dire que le besoin primaire du bébé, plus que la faim, c'est la sécurité. C'est-à-dire que s'il se trouve dans un environnement stressé, avec du bruit, avec la télé, avec tout autour, ça donne un stress, des mémoires inconscientes de stress qui va nuire beaucoup à son développement cognitif. Hein? Par exemple, c'est l'expérience des orphelins de Roumanie qui étaient laissés dans leur berceau, comme ça, ils étaient complètement stressés, ils avaient une amygdale hypertrophiée, un cortex préfrontal beaucoup hypotrophié, et c'est comme ça que, en fait,
les bébés protestaient et finissaient par ne rien dire. Et bon, ils s'arrêtaient de protester et ils étaient dans un état de sidération. Alors, on s'aperçoit actuellement qu'il y a à peu près les 2/3 des enfants qui ont un attachement sécurisé. Ça veut dire qu'il y en a 1/3 qui sont à la fois anxieux évitants ou alors anxieux ambivalents, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a quand même 1/3 des enfants qui risquent d'avoir un peu de stress traumatique de l'enfance difficile à gérer. Hein? Des mémoires qui se sont ancrées avant le langage, donc c'est vraiment compliqué. Donc l'insécurité s'ancre dans nos mémoires émotionnelles. Parce que nous avons différents types de mémoires. Il y a 2 grands circuits, hein, bon, entre autres, parce que là je simplifie au maximum pour la compréhension. Un circuit conscient et un circuit automatique. On s'aperçoit bien que par exemple, vous avez les procédures, par exemple, apprendre à conduire. C'est automatique. Vous n'allez pas passer par le conscient pour apprendre à conduire. Donc, il y a des circuits automatiques. Mais dans ces circuits automatiques, on peut aussi avoir des circuits émotionnels automatiques. Ce n'est pas seulement des apprentissages de procédures. Hein. Parce que quand on stocke des souvenirs conscients, on passe par une structure qui s'appelle l'hippocampe, et à ce moment-là, les souvenirs vont dans différentes régions du cortex en fonction de l'activité, c'est-à-dire motrice, sensorielle, etc. Mais ce sont des souvenirs conscients. Mais on sait bien qu'avant 3 ans, on n'a pas de souvenirs conscients. Donc le problème, c'est ce qui se passe avant 3 ans. Et c'est ça qui pose problème. Dans ces deux grands types de mémoire, hein, des mémoires automatiques implicites, des mémoires automatiques implicites. C'est-à-dire, on les a, elles sont implicites. Alors, soit des procédures, soit des réflexes conditionnés. On a des tas de réflexes conditionnés. Des mémoires sensorielles et motrices dans notre cerveau, hein, et dans notre corps. On a des mémoires inconscientes dans notre corps. Et ces mémoires émotionnelles, elles passent par l'amygdale. Et c'est ça la chose inconsciente, c'est-à-dire c'est des mémoires inconscientes, émotionnelles, dans l'amygdale, qui sont différentes de celles, les mémoires à long terme, dont on porte attention. Hein? C'est-à-dire on se souvient. Les mémoires dont on se souvient, elles sont explicites. Hein? Tous les souvenirs conscients, les idées, les concepts, la culture, etc. Tout ce qu'on travaille énormément quand on vieillit pour justement rester bien vivant, on travaille toutes ces mémoires explicites. Mais le problème, c'est les mémoires implicites. Donc, évidemment, il y a des mémoires émotionnelles comme la Madeleine de Proust. C'est-à-dire qu'elles sont à la fois émotionnelles, mais elles sont explicites, il s'en souvient. Vous voyez, donc ces mémoires conscientes et inconscientes ne sont pas localisées dans les mêmes régions du cerveau, et on ne peut pas autant, c'est relativement facile d'aller chercher des mémoires conscientes, mais c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher des mémoires inconscientes. Hein? D'ailleurs, toutes les psychothérapies sont faites pour rendre conscient des choses, des mémoires inconscientes. Et quand elles sont à peu près devenues conscientes, eh ben, elles sont à moitié résolues. Hein? Alors que si elles sont inconscientes, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous ne sommes pas égaux
avec nos mémoires émotionnelles singulières. Hein, parce qu'on a tous un vécu différent. Et même dans la même fratrie, on a les mêmes parents et tout ça, et on s'aperçoit que chacun a vécu une enfance différente dans la même fratrie. Hein. Et cette régulation, il y a une espèce de régulation qu'on appelle épigénétique du stress, c'est-à-dire le stress, on s'est aperçu que le stress pouvait se transmettre d'une génération à l'autre. On s'en est aperçu chez les souris, hein, où quand on met une cage de travers, etc., et que ça stresse les animaux, eh bien, ce stress, il passe d'une génération à l'autre avec des modifications de régulation des gènes, structurelles des gènes. C'est pas du code, ça n'a rien à voir avec le code génétique, c'est la modification structurelle des gènes, mais elle est là et elle peut se transmettre. Et on s'en est bien aperçu par les personnes dont les parents ont subi la Shoah, ou les vétérans du Vietnam qui ont maintenant des enfants. Vous voyez, c'est vraiment observé avec des articles qui définissent des modifications de gènes qui sont à la fois transmissibles, mais réversibles en cas de cocooning ou de psychothérapie. On s'aperçoit que c'est réversible. Pour les vétérans du Vietnam, on s'est aperçu qu'on fait un dosage avant, un dosage après, et que ces modifications sont réversibles. C'est la bonne nouvelle, quand même, hein, que c'est réversible. Donc, ces modifications, c'est la méthylation de l'ADN, des histones, enfin, c'est tout, vous pouvez lire ce qui est indiqué, mais c'est quand même extrêmement important parce que quand, dans les années 80, Anne-Ancelin Schlumberger a écrit « Aïe, mes aïeux hein, », qu'elle s'apercevait que la fille faisait un cancer au même âge que la mère, etc. Et elle disait quand même, c'est curieux, comment ça se fait, c'est exactement le même âge, etc. Bon, tout le monde était là en disant, etc. Mais maintenant, on a trouvé des bases, des bases biologiques qui démontrent que ça se passe vraiment. Et c'est pour ça que de faire de la psychogénéalogie, d'aller voir dans des ancêtres, ça ne résout rien, dans le sens où... mais ça initie une forme de résilience, c'est-à-dire une sorte d'acceptation des choses comme elles sont. Hein? Effectivement, on ne peut pas changer le passé, mais quand même. Donc, vous voyez, et le stress, c'est vraiment quelque chose où on a vu des modifications des gènes pour la régulation du cortisol, énorme. Hein, c'est pour ça qu'il y a des familles de stressés, hein, la régulation du cortisol, la régulation de la sérotonine, la régulation de la dopamine. Vous voyez, il y a quand même des bases biologiques pour montrer que le stress agit sur le corps. Et c'est vrai que le problème du traumatisme, c'est que ces mémoires implicites qui s'ancrent dans l'amygdale fait pencher la balance du côté d'une diminution de l'action. On est stressé, donc on est dans son stress et on a du mal à s'en sortir. Alors je voulais vous demander quelles sont les personnes qui se souviennent où elles étaient quand elles ont appris les attentats du 11 septembre. Vous voyez, pratiquement tout le monde se souvient où il était pour les attentats du 11 septembre. Ça veut dire tout le monde a été tellement sidéré que, vous voyez, ça s'est ancré en nous, et ça s'est ancré en nous d'une autre manière
un stress aigu, comme ça. Ça s'est entré en nous d'une autre manière qu'une autre mémoire. Bon, évidemment, on se souvient des circonstances de son mariage aussi, c'est du plaisir. Mais vous voyez la balance entre les deux. Hein, c'est-à-dire que les mémoires émotionnelles, ces peurs implicites, parce que quand même ça nous fait peur. Comme là, je pense qu'avec cette guerre en Ukraine, ça nous traumatise aussi. Hein. Donc vous voyez, ça se passe dans des réseaux de mémoire qui sont différents. Et ça, c'est très important parce que les réseaux cognitifs préfrontaux qui font qu'on fait attention, etc., eh ben, il n'a pas tellement de prise hein, là-dessus. Hein. Il n'y a pas tellement de prise. On y pense la nuit, on a beau dire de ne pas y penser, mais bon, c'est là. Vous voyez, ces mémoires sont très fortes. Alors, je vais... on va observer le problème. Quand on est stressé, on est dans les automatismes. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à sortir des automatismes. Hein. C'est-à-dire, on va prendre un exemple de stress au travail, hein, que j'ai pris dans le livre du docteur Gouriot. Le stresseur, c'est une réunion de travail. Alors, la personne a une pensée erronée, tout le monde me trouve nul. Hein. Alors ça remonte à l'enfance, c'est-à-dire on lui a dit qu'il était nul, bon, il est nul, et là il dit, mais c'est pas possible, il est triste, il est angoissé, il a honte d'être nul. Hein. Alors, il y a aussi un comportement, ça l'énerve, alors il s'énerve, et puis après, quand il va rentrer chez lui, il va dire, c'est pas possible d'être aussi nul, et puis pouf, il va prendre un verre de vin, où il va ouvrir le frigo et commencer à manger, pour compenser le fait d'être aussi nul. Vous voyez, c'est ce circuit, c'est toujours le circuit du plaisir dont je vous ai parlé, là. Donc, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Hein? Les pensées tournent en boucle, c'est-à-dire ils ruminent. Les ruminations, c'est terrible. C'est des croyances irrationnelles. Hein. Je suis nul, c'est une croyance. Parce que personne... Bon, on lui a dit qu'il était nul, mais il n'est peut-être pas nul. Hein, mais c'est une croyance. Hein. Et des ruminations avec des pensées erronées, des incompétences supposées. Hein. Il se pense incompétent. Il dit, j'aurais dû quand même réagir différemment. En plus, il s'engueule parce qu'il n'a pas fait comme il fallait. Bon, mais ça ne résout rien. Hein. Et en fait, il a et très peu, pas ou peu de confiance en soi, en lui, et il est insatisfait, et surtout les ruminations fait qu'une incapacité de prendre du recul, un pas de côté. S'il disait « arrête, t'exagères, t'es pas comme ça », ça serait déjà gagné, hein. Mais il se dit pas « t'es pas comme ça », hein. Il a tellement pas confiance en lui qu'il ne peut pas se prendre ce pas de recul qui fait que on n'en fait pas un plat, c'est pas la peine d'en faire un plat. Eh bien non, il ne peut pas le faire. Hein. Et ça, c'est extrêmement ennuyeux parce que les automatismes, il y a un mécanisme dans le cerveau, c'est la plasticité cérébrale. Plus on pense la même chose, plus on amplifie, on renforce, plus les connexions sont renforcées. Hein? Plus les réseaux de connexion sont utilisés, plus ils se renforcent. Ça devient des autoroutes, des habitudes. Vous vous levez le matin, vous faites toujours la même chose. Ben, c'est gênant parce que, bon, ils prennent le pas sur la décision, vous décidez rien, quelque part. On finit par faire toujours la même chose. Et quand on est stressé, c'est rassurant de faire la même chose. Parce qu'au moins, je vais faire ça, au moins ça, et puis la journée passe, etc. Du coup, il n'y a pas de porte de sortie. Quand je vous parlais de l'action, c'est une forme de sidération, ça, de ruminer tout le temps.
Hein. Donc, vous voyez, théoriquement, quelqu'un devrait se poser et dire, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui d'intéressant? Qu'est-ce que, par son attention et son intention, sa motivation, qu'est-ce que je vais faire d'intéressant pour moi aujourd'hui? Ben non, il ne se pose pas la question parce qu'il est pris dans ces automatismes et incapacité d'inclure d'autres réseaux neuronaux dans les réseaux du cerveau. Parce que nous, en fait, on disait qu'on n'utilisait que 10% de son cerveau à un certain moment. Mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'on utilise toujours les mêmes. Hein, et on a à aller chercher les autres. On peut très bien aller les chercher. Mais c'est compliqué d'aller les chercher. Parce qu'il faut prendre des collatérales et sortir de l'autoroute. Alors, il y a une chose dont je veux vous parler qui est extrêmement intéressante. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est le réseau par défaut. Alors, ce réseau par défaut, quand on fait quelque chose, on utilise le réseau des fonctions exécutives. Hein, c'est-à-dire, on est dans la vie, on va à droite, à gauche, on fait des actions. Voilà. Le réseau par défaut, c'est celui qui est activé quand on ne fait rien. Eh bien, ne rien faire, c'est extrêmement bon pour sortir de ses habitudes. C'est-à-dire rêvasser. Rêvasser, écouter de la musique, marcher dans la nature, c'est-à-dire avoir un esprit qui ne pense pas, qui ne rumine pas, qui ne pense pas. Hein? C'est ce réseau par défaut qui favorise l'imagination, la créativité, la flexibilité, la cérébrale. Là, vous pouvez plus trouver des portes de sortie parce qu'en rêvassant, il y a une idée qui va vous venir. Et dire, ah bah tiens, ce serait intéressant que je fasse ça. Vous voyez, hein, parce que, mais si vous êtes dans vos pensées, vous n'aurez jamais cette idée-là. Hein. Donc, elle a la capacité de résoudre des problèmes plus facilement qu'en rêvassant. Alors, j'ai pris ce schéma dans le cerveau et psycho de janvier 22, où il y a un chercheur qui était tellement pris dans ces trucs, etc., qu'il a fait un burn-out. Il a été obligé d'arrêter de travailler. Et puis, il s'est dit quand même... Et là, tout d'un coup, il s'est dit, oh, je vais aller dans un endroit où il n'y a pas de bruit. Une île où j'entendrai aucun bruit. Et faire silence, eh bien, en faisant silence, il fait fonctionner les aires, là, de son cerveau par défaut. Et en faisant silence, ça prend un certain temps, le burn-out. Il faut un an d'arrêt pour le burn-out. Donc, vous voyez, avec ce stress-là. Donc, en faisant silence, il s'est aperçu de l'importance de ce cerveau par défaut qui, en fait, a à être stimulé. Dans nos sociétés où on ne laisse pas les enfants tranquilles, toujours sur les téléphones portables, toujours à faire quelque chose, c'est les fonctions exécutives. Hein? Que les fonctions exécutives. Eh bien non, il faut faire silence et c'est beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment on gère nos émotions? Parce que, en fait, l'amygdale, elle est directement branchée sur le cortex préfrontal, il ne faut pas croire. Hein? Mais une partie du cortex préfrontal, qui s'appelle orbitofrontal et qui gère les émotions, qui a été très étudiée par Damasio, si vous connaissez les livres de Damasio, et c'est le cerveau émotif orbitofrontal. À côté de ça, on a dans le cortex préfrontal la partie dorsolatérale qui gère la raison. Il y a des gens qui font fonctionner beaucoup leur raison. Mais on a besoin de la raison, heureusement. On a besoin de la raison. Et il semblerait que c'est le manque, la difficulté de dialogue entre les émotions et la raison. Hein? Alors moi je dis que peut-être on peut faire fonctionner aussi son mode par défaut, parce que là on voit que le cortex préfrontal médian, c'est le mode par défaut. Donc vous voyez, il y a une complexité de connexion au niveau du cortex préfrontal qui a à gérer
la raison, les émotions, et faire le lien entre les deux de manière à ce qu'on puisse passer de l'un à l'autre avec une certaine flexibilité. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. C'est ça. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que, en fait, le cortex préfrontal fait que nous sommes humains. Hein? Qu'est-ce qu'on est humain? On a, théoriquement, un libre arbitre. Hein? Ça veut dire qu'on décide avec son intention et son attention. On a intérêt à cultiver ça. Mais alors, dans nos sociétés actuellement, son intention et son attention sur ce qu'on a envie de faire, ses motivations, etc., ben, c'est pas si facile. Parce que l'attention soutenue diminue beaucoup dans les sociétés occidentales. Avant, on avait 12 secondes d'attention soutenue dans les années 2000, 8 secondes en 2013. Alors là, maintenant, quand on voit les personnes qui zappent sur leur téléphone portable, dans la rue, dans le métro, partout, et qui ne quittent pas leur tête, c'est-à-dire le fait de zapper, c'est nul pour l'attention. Hein? C'est absolument nul pour l'attention. Et l'attention, c'est quelque chose qui est... moi, j'ai essayé de lire Le cerveau attentif de Jean-Philippe Lachaud, c'est compliqué. Hein? Mais enfin, on a à focaliser son attention, se concentrer sur l'objet. Hein? L'attention est directement reliée aux intentions et aux mémoires. Évidemment, on va faire plus attention à ce qui nous plaît. Si mon mari en face d'un match de rugby, il est dans l'attention, ça c'est sûr. Non mais ça, j'ai même pas besoin mais il est complètement dedans. Il aime tellement ça qu'il est complètement dedans, dans l'attention. Mais vous voyez comme c'est normal. Ensuite, l'attention s'apprivoise, elle s'apprivoise. Vous voyez, on ne peut pas dire « Ah, je vais faire attention, etc. » C'est pas que de la volonté, hein. C'est ça qui est compliqué. C'est pas que de la volonté, c'est aussi beaucoup du plaisir. Hein. C'est pour ça que ce plaisir est toujours important. Et que le circuit de la dopamine et le circuit... Parce que le plaisir va avec la motivation. Hein. Et ça, on a à se faire plaisir. Parce qu'autrement, on va se compenser en faisant plaisir, en grignotant, en bouffant du chocolat ou en buvant de l'alcool. Eh ben, c'est pas ça de se faire du plaisir. C'est trouver ce qui fait du plaisir de manière équilibrée. Hein, parce que quand même... Alors, il dit, maîtriser son attention est un art. Hein, pas un exercice de musculation. Donc, vous voyez, l'attention, c'est important. Et c'est difficile de ne pas suivre le flot de nos pensées. Si on veut s'arrêter de penser, alors qu'est-ce qu'on fait? On peut éventuellement respirer quand on est couché dans son lit, essayer de se concentrer sur sa respiration, hein, mais ça ne marche pas beaucoup. Ou alors s'imaginer dans l'eau, en train de nager, au moins du plaisir, hein, c'est la sophrologie, ça un peu, se mettre dans des conditions où on se sent bien. Parce qu'il y a une surexpression, les gens qui sont stressés, ils surexpriment des pensées négatives et des ruminations sans arrêt. Alors qu'il faut de l'attention, de la motivation et de la flexibilité. Alors, retrouver, je me répète, mais retrouver notre capacité à focaliser notre attention, revenir à nos sensations, l'interoception, hein, respiration, faire du sport, etc., bouger son corps, marcher. Bon, la personne qui par exemple, après la réunion dont je vous ai parlé, là, si elle va courir pendant une demi-heure, elle rentre déjà beaucoup mieux que d'ouvrir le frigo. Hein. Vous voyez, la voie de sortie, c'est l'action. Hein. Pas ouvrir le frigo, pas l'action d'ouvrir le frigo, mais l'action de faire bouger son corps. Vous voyez, elle est déjà, si elle va faire du sport au lieu de ruminer ce qui s'est passé dans sa réunion, c'est déjà,
elle arrive à gérer, sinon, bon, ça ne va pas. Et retrouver cette flexibilité émotionnelle et cognitive, ce pas de côté. Et ce pas de côté, c'est le système par défaut. Ce pas de côté, c'est rêvasser, écouter de la musique, être pas de côté, c'est-à-dire, par exemple, là dans le livre, il voit son attitude, si vous avez le sens de l'humour et que vous dites, là tu dis une connerie, hein. Vous voyez, si vous vous déplacez à l'intérieur de vous-même et que vous dites, vous jugez un peu votre attitude, là t'exagères, t'es pas si nul que ça, faut pas exagérer. Vous voyez, là c'est déjà un pas de côté, parce que vous vous observez à l'intérieur de vous-même. Donc ce pas de côté est extrêmement important. Alors, on va voir les troubles de stress post-traumatique, c'est-à-dire l'installation des mémoires de peur. Parce que ça, c'est vraiment bien étudié, même chez les animaux, parce que les animaux, ils ont des mémoires de peur qui se situent au niveau de l'amygdale. Et quand on a écrit l'article avec Tania, là, c'était compliqué, hein, parce qu'il y a d'abord l'acquisition de ces mémoires, l'encodage, ensuite la consolidation, à force de se répéter, eh bien, elles se consolident. Et en fait, elle rentre dans la mémoire à long terme. Donc, vous voyez, les mémoires de peur rentrent dans les mémoires à long terme et il peut plus y avoir l'extinction de ces mémoires qui permettent de les surmonter pour aborder un autre apprentissage. Vous voyez, on ne fait que répéter ce qui s'est passé. Alors, ces mémoires de peur émotionnelle implicite conduisent, comme par exemple les gens qui sont dans un attentat. Eh bien, c'est des réactions automatiques, ils ne pensent qu'à ça, c'est des résurgences, c'est des choses, ça envahit tellement leurs pensées que les peurs conditionnées remplissent leur vie. Donc là, c'est quand même compliqué. Et puis, la plupart des thérapies ont pour but l'extinction des mémoires de peur. C'est-à-dire qu'elles ne se consolident pas et qu'elles ne deviennent pas et qu'elles ne s'installent pas dans la mémoire à long terme. Alors, pour les troubles de stress post-traumatique, il y a les psychiatres ont défini deux grands types extrêmes, c'est-à-dire les personnes qui finissent par ne plus exprimer d'émotions, mais ils ont des reviviscences dans leur flashback sans arrêt, mais ils n'expriment plus rien, ils ont des flashbacks intérieurs, ou alors une dissociation entre avec une surexpression des émotions, c'est-à-dire ils en rajoutent. Vous voyez, ils sont mal, ils n'arrivent pas à se situer, ils sont vraiment mal. Et le problème, c'est que quand ces troubles de post-traumatique s'installent, qui ne sont pas soignés, et maintenant on fait en sorte qu'ils soient soignés le plus tôt possible, hein, parce que sinon, ça entraîne des lésions cérébrales. Une hypertrophie de l'amygdale qui fonctionne sans arrêt avec ses peurs, elle devient plus grosse dans le cerveau, on le voit avec de l'imagerie. Hein? On les voit avec de l'imagerie. Et une hypotrophie du cortex préfrontal qui n'arrive pas à gérer ses peurs. Hein? Et une hypotrophie de l'hippocampe, c'est-à-dire remplacer ces mémoires de peur par d'autres mémoires. Vous voyez? Donc, il ne faut pas en arriver là. Mais si les gens disent non, non, ça va aller, non, non, qui sont dans le déni et tout ça, non, non, il faut les soigner tout de suite. Parce que la prise en charge juste après un trauma, c'est important parce qu'il faut, on fait en sorte que les mémoires ne s'installent pas dans la mémoire à long terme. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a d'abord apprendre à gérer son stress pour les personnes vulnérables.
la prise en charge du traumatisme juste après le traumatisme par l'association de différentes techniques, des psychothérapies associées à des prises médicamenteuses. C'est-à-dire que, par exemple, si vous mettez si vous prenez un bêta-bloquant comme du propanolol, juste avant de votre séance de psychothérapie ou de vos séances de MDR, eh bien, vous allez avoir une bien meilleure efficacité de flexibilité cérébrale. Hein, ça améliore la flexibilité cérébrale et le fait de vous remémorer un souvenir, eh bien, vous le transformez. De toute façon, la mémoire, c'est jamais quelque chose de statique. Chaque fois que vous allez chercher un souvenir, vous le faites évoluer. Hein. Donc, là, on associe la thérapie avec la psychothérapie, adapter les thérapies aux symptômes et ne rien mettre sur le tapis, c'est-à-dire éviter le déni. Alors, en fait, là, ce premier schéma montre pour les personnes vulnérables qu'est-ce qu'on fait. D'abord, quand on est stressé, on est renfermé, on ne voit plus personne. Il y a vous voyez, quand on est anxieux, déprimé, stressé, on a à créer du lien social. Alors là, on voit bien qu'il y a... Vous savez qu'après le Covid, le quart de la population est anxieuse. Le quart, les psychiatres disent, le quart de la population est anxieuse. Et c'est vrai que souvent, on voit autour de soi que les gens disent « Oh non, j'ai pas envie de sortir ». Vous voyez cette espèce de repli sur soi, hein? Donc créer le lien social est extrêmement important. Positiver ses actions. Positiver ses actions, c'est toujours le système dopaminergique. Et voilà. Et on peut gérer son stress par des régulations sensorielles, c'est-à-dire, par exemple, se promener dans la nature, écouter de la musique, faire de la peinture, etc. Tout ça, c'est extrêmement bon pour ne pas rester dans son stress. Vous voyez, de faire de la musique, des massages, de l'art-thérapie, ou alors de la respiration, de la méditation, de l'interoception, ou alors des régulations motrices, c'est-à-dire aller courir, aller marcher, aller vers l'extérieur, faire de la danse, du chant, etc. Et tout ça permet de revisiter des mémoires, revisiter les mémoires de manière à les faire évoluer pour aller vers une certaine résilience. Parce que, qu'est-ce que c'est que la résilience? C'est en fait retrouver, ne pas retrouver la vie d'avant, mais recréer une nouvelle vie, nouvelle, qui ne sera pas la même qu'avant. Il ne faut surtout pas dire « Ah ben je vais être comme avant ». Non, vous serez différent. On sort d'un stress post-traumatique différent, comme d'un burn-out d'ailleurs, c'est pareil. Hein, la personne, si au bout d'un an qu'elle a compris qu'est-ce qui se jouait dans son burn-out et tout ça, c'est une sorte de traumatisme et du coup, elle va vivre de manière différente, elle va changer de vie, c'est clair. Elle vivra plus comme avant. Alors, en fait, les thérapies, donc là, pour les troubles de stress post-traumatique, on appelle troubles parce que les symptômes sont vraiment différents en fonction des gens. Et je pense que c'est important que le psychiatre adapte les thérapies aux différents troubles. Hein, comme on dit les troubles autistiques, on dit les troubles de stress post-traumatique, c'est-à-dire il y a une grande éventail de symptômes. Hein. Donc, il y a le traitement médicamenteux qui peut être des bêta-bloquants, des inhibiteurs de capture de la sérotonine, des benzodiazépines, enfin des antidépresseurs.
qui agissent sur les neurotransmetteurs que sont la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine, le GABA, etc. Hein? Et vous avez des techniques, évidemment, des thérapies par la parole, hein, bien sûr. Parler, c'est déjà s'exprimer, c'est déjà être dans l'action. Hein. Les thérapies cognitivo-comportementales, enfin, il y a un large champ. Il y a le MDR, le neurofeedback, ça, je vais vous parler de ça. Donc, en fait, la prise de parole, la psychothérapie, les thérapies comportementales et cognitives, l'association de la psychothérapie, de l'hypnose. L'hypnose aussi peut être beaucoup aidée. Le MDR, qui est le Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ça veut dire que c'est une technique qui a été introduite par David Schreiber, qui est basée sur les mouvements des yeux, où la personne met un objet tout en parlant du traumatisme et revisite les mémoires. Et en associant un bêta-bloquant, ça facilite encore la remémorisation et les reconnexions de manière à modifier les mémoires traumatiques. Il y a aussi le neurofeedback. Le neurofeedback, c'est une technique assez compliquée où il y a des électrodes et la personne revisite, en fait, modifie l'activité cérébrale grâce à de l'encéphalographie visualisée en temps réel. On essaye de diminuer les fréquences, mais le neuro-optimum, là, madame a essayé le neuro-optimum, qui est une technique qui est en France, parce que ces techniques sont extrêmement utilisées dans les pays anglo-saxons ou en Allemagne, mais pas chez nous. Parce que nous sommes des gens cartésiens, donc nous sommes au-dessus de ça. Mais enfin, non, j'exagère, mais je veux dire, le neuro-optimum, c'est avec des électrodes, et si vous avez une très bonne psychologue, eh bien, ça permet de revisiter des mémoires et de modifier notre abord des choses. Il y a aussi, alors, il y a un livre qui est très intéressant, c'est de Kolb, Le corps n'oublie pas. C'est un livre qui a été Le corps n'oublie pas, le cerveau, l'esprit et le corps dans la guérison du traumatisme. En fait, ça a été écrit par les Américains parce qu'ils ont travaillé dès les années 80 avec les vétérans du Vietnam. Donc, ça fait 30 ans qu'ils essayent des techniques, et ce sont ces techniques qui sont exposées dans ce livre. Donc, c'est très intéressant parce que vous pouvez faire du théâtre aussi, vous pouvez faire... Il vous donne un éventail de techniques qui est extrêmement intéressant. Hein. Donc, Peter Levine, qui appelle ça le somatic experiencing, je pense qu'il y en a en France, mais encore faut-il le trouver, hein, parce que c'est pas facile. Comment le corps se souvient des émotions en agissant sur l'expression des émotions par le corps. Hein. Donc, le but, c'est d'activer la résilience, qui n'est pas un retour à la vie d'avant, mais la découverte d'un nouvel équilibre de vie post-traumatique. Alors voilà, là c'est résumé les traitements qui sont juste après le traumatisme, ou les psychothérapies associées à d'autres traitements à long terme. Hein. Et on s'aperçoit actuellement qu'il y a énormément de médications qui sont associées à des psychothérapies
et qui sont à l'état d'expérimentation et dont les résultats sont très prometteurs. Donc, comme le MDMA, qui est une amphétamine, mais tout ça, c'est à l'état expérimental, mais je pense qu'on va faire beaucoup de progrès dans la prise en charge des troubles de stress post-traumatique, parce que ce qu'il faudra, c'est vraiment agir avant l'installation des mémoires de peur dans la mémoire à long terme. Hein, et introduire vraiment la récupération et la modification et l'extinction de ces mémoires de peur. Voilà, alors évidemment, il y a l'attitude du patient qui doit être vraiment coachée, parce qu'il doit positiver ses actions, garder des liens sociaux, choisir des activités qui lui font plaisir. Vous voyez, tout ça, c'est un tout. Hein, c'est vraiment un tout. Et je vais terminer par par la musique, le chant, la danse soignent. On s'est aperçu que les thés dansants, c'était ce qu'il y avait de mieux. Mais c'est incroyable. Les gens faisaient ça dans les années 40. Hein. Je veux dire, au moins, ils se remontaient le moral. Parce que, en fait, l'activité qui fait le plus fonctionner le cerveau, c'est à la fois moteur, les mémoires, le plaisir, les sensations, le rire, le corps qui bouge. Ça renforce les connexions. Il faut s'amuser. Je trouve qu'on ne s'amuse pas assez. Moi, je me souviens, dans mon enfance, les gens chantaient. Plus personne ne chante. On écoute les chansons. Bon, maintenant, peut-être qu'il y a des gens avec le karaoké, etc. Bon. Non, mais il faut se faire plaisir. Et je pense que c'est extrêmement important, parce que je vous ai dit que le plaisir, ça faisait partie de la chose. Autrement, ça ne va pas. Et puis ensuite, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre 2 citations. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Ça, on l'a entendu du fait du Covid, mais vous voyez, c'est-à-dire l'introception. L'introception. Hein. On a à connaître nos sensations. Connais-toi toi-même de Platon. Voilà, connais-toi toi-même. Hein, c'est très important. Et au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Voilà, parce que c'est vrai que nos sociétés sont tellement tournées vers l'extérieur, tournées vers l'activité, etc., qu'elles induisent du stress. Donc, le mouvement inverse est justement de calmer, d'aller vers soi-même, de savoir ce qu'on a envie et de faire beaucoup plus d'interoception et d'introspection. Voilà, je vous remercie. Alors, je voulais vous dire qu'en libre accès, il y a l'article qu'on a écrit avec Tania qui est là, qui m'a beaucoup aidé, les bases anatomiques et physiologiques du stress traumatique dans Médecine Sciences. Donc, vous faites Vernet Stress, vous avez le PDF, puisque c'est en accès libre. Et si vous voulez le diaporama, vous pouvez me le demander à vernet.conférence@gmail.com. Et puis je veux remercier Cerveau et Psycho, parce que je reprends leur iconographie et ils m'aident beaucoup pour faire les conférences. Et vous aurez de l'iconographie de Cerveau et Psycho pour votre usage perso. Voilà, je vous remercie. Merci. Oui, vous avez une question? Oui. Comment on peut expliquer que certaines personnes peuvent avoir un sentiment de traumatisme face à, par exemple, un certain exercice, par exemple parler en public, et ne pas avoir de sensation traumatique ou de stress pour faire une activité dangereuse, par exemple de l'escalade.
Ah oui, ben c'est mon cas, ça. Je vais vous parler de moi. Donc, oui, alors là, je pense que quelque part, une activité dangereuse, ça ne la renvoie pas à son traumatisme. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je faisais du ski comme une folle, en voiture comme une folle, mais à côté de ça, j'étais incapable de parler en public. Ça n'a rien à voir. Là, j'étais vers l'extérieur, je pouvais faire, j'avais une liberté intégrale. Vous voyez, c'est-à-dire que ça ne rentre pas dans le cadre de son traumatisme. Tandis que le rapport à l'autre, là, une activité dangereuse, c'est elle avec la nature, elle avec l'environnement, mais pas avec l'autre. Si vous êtes agressé dans la rue par quelqu'un, vous vous trouvez bien face à une relation de personne. Oui, mais moi j'ai appris à me battre, ça ne me gêne pas. Vous voyez, c'est incroyable ça. Non, mais vous voyez, comme quoi je pense que chacun est un cas particulier. Hein, c'est-à-dire, on a tous des mémoires traumatiques qui sont singulières. Et dans cette singularité, elle est subtile, cette singularité. C'est-à-dire que c'est mon environnement proche, que j'avais peur d'être jugée, qu'on a dû me dire, je ne sais pas, on a dû me dire, c'est pas bien, j'ai compris 5 sur 5. Vous voyez, c'est très subtil. Et on peut, je pense que chacun ne peut parler que de lui-même, hein, comme pour la psychologie, comme pour les rapports aux autres. Vous n'allez pas parler du couple d'un ami, parce qu'un couple, c'est un couple. C'est du même ordre. Vous voyez, les relations émotionnelles sont très subtiles. Et chaque personne, personne ne peut se mettre à la place d'un autre. C'est pas possible. On peut juste écouter, observer, dire « Ah bah tiens, c'est comme ci, c'est comme ça, etc. » Et puis analyser en tant que psychologue ce qui se passe. Mais... Et est-ce que dans les deux cas que je signalais, là, si on faisait disons, une photographie ou une vidéo de ce qui se passe dans l'amygdale, les perceptions seraient différentes ou ce qui se passe au niveau de l'amygdale? Oh non, non. Vous savez, étant donné, enfin, la complexité du cerveau est telle que je ne peux pas répondre à cette question parce que ce n'est pas mon champ de recherche, mais il me semble, il faudrait faire, peut-être que les circuits sont différents et que certaines zones sont stimulées de manière différente. Je pense que oui, peut-être. Oui, peut-être que, en fait, au sein du cortex singulaire, antérieur, postérieur, etc., il y a tellement de zones que ces cortex limbiques qui interviennent dans les traumatismes et dans le lien entre le sensoriel, le moteur, le limbique, etc. Ces cortex-là qui font le lien entre toutes ces fonctions. Mais de toute façon, on est tous différents. Hein. On est tous différents. Parce que quand on fait des études d'imagerie, c'est une moyenne avec 10 cas qui sont à peu près similaires, une moyenne. Mais si on regarde chaque cerveau, on est tous différents. On réagit tous différemment. Oui, tu peux enlever ton masque. Si les hommes et les femmes sont plutôt inégaux face au stress, est-ce qu'on est aussi inégaux face au traitement? Oh, certainement. De toute façon, je ne pense pas que dans les médecins ne font pas de différence dans la posologie des antidépresseurs entre les hommes et les femmes.
si ce n'est le poids. Qu'est-ce que tu en penses, Tania? Je dis malheureusement. Malheureusement, voilà. Peut-être qu'effectivement, mais il y a sans doute des gens, moi je sais que quand je vais chez le médecin, je dis donnez-moi la dose minimum parce que je suis hypersensible, je réagis trop. Donc on est tous différents, c'est-à-dire on donne toujours des médicaments en une moyenne pour une population, alors qu'on s'aperçoit que les réactions sont complètement différentes. Le poids ne suffit pas. Le poids c'est une donnée, mais c'est une donnée qui est quand même très, très rustique. Hein. Donc, en fait, moi, je dis que je suis hypersensible. On peut plus être hypersensible. On est tous différents. Et c'est pour ça, il y a aussi l'heure de la journée, il y a la chronobiologie qui est très importante dans la prise des médicaments. Effectivement, tu dis malheureusement, je pense qu'il faudrait être à l'écoute de la personne et adapter un peu en fonction de ce qu'elle dit. Et encore, parce qu'elle réagit, peut-être son corps réagit aussi différemment. C'est compliqué. Vous n'avez pas parlé, des phobies, mais en fait, des fois, il y a des stress qui peuvent déboucher sur une phobie. Et la phobie, elle peut être complètement traitée et même disparaître. Donc, il y a vraiment des... Ah oui, oui. Des choses très c'est un peu, les stress sont reliés aux troubles comportementaux, ça c'est clair, comme les phobies. Et d'ailleurs, c'est curieux parce que, vous savez, les troubles psychiques, ils sont complètement reliés à la société dans laquelle on vit. Vous voyez bien qu'à l'époque de Freud, toutes les femmes étaient hystériques. Bon. L'hystérie, on ne sait plus ce que c'est maintenant. Bon. Parce qu'avec ces sociétés qui sont hyperactives, et il faut y aller, etc. Donc, effectivement, ça induit des phobies, des boulimies. Moi, j'ai parlé plutôt de l'addiction, des boulimies, mais les phobies, effectivement, le stress, ça peut rendre phobique. Bien sûr. Mais on peut en sortir aussi. Mais bien sûr. Il y a aussi des thérapies comportementales. Justement, le livre là, je trouve assez intéressant le livre du docteur Gourion, le manuel anti-stress. Parce que si vous êtes stressé et que vous suivez vraiment ce qu'il dit, c'est assez simple. Enfin, il faut être quand même motivé, hein. Mais je trouve qu'il montre bien que tout est relié, c'est-à-dire c'est toujours un équilibre, une homéostasie. C'est pour ça que je dis qu'il faut se faire plaisir dans la vie quotidienne pour pouvoir résister à ce qui se passe là en ce moment. Parce qu'autrement, si on n'est que dans le stress, on est mal. Vous voyez, c'est toujours cette homéostasie, cet équilibre qu'on a à avoir. Mais bien évidemment, les phobies se soignent, comme peut-être mieux que la boulimie ou les addictions. Les addictions, alors ça, c'est plus compliqué en plus que les phobies. Les phobies se soignent, c'est clair. Quand vous avez parlé du Covid, vous avez dit qu'il y avait un quart de la population française qui était anxieuse. Est-ce qu'on sait si c'est ce quart et pas les 3 quarts qui n'ont pas développé d'anxiété, c'est par rapport à leur histoire personnelle, à leur passé, ou c'était les professions qui étaient les plus touchées par le Covid, type médecin, infirmière, etc. Est-ce qu'on sait un peu le profil de ce quart? Oh, ça doit être multifactoriel, hein. En général, c'est toujours multifactoriel. Vous avez des prédispositions au stress du fait de votre enfance, et puis en plus, les gens qui ont des métiers plus durs, ils ont peut-être eu en plus une enfance plus dure, etc. Vous voyez, c'est multifactoriel, mais c'est justement, j'avais entendu le docteur Gourion qui disait qu'on était passé de 12 à multiplié par 2 le cas d'anxiété. Et je pense qu'effectivement, c'est multifactoriel. C'est aussi un épuisement des gens qui sont épuisés par des métiers difficiles,
et puis qui sont aussi plus prédisposés par une enfance plus difficile. Parce que quand on voit qu'il y a le tiers des enfants qui ne sont pas sécurisés, ça fait beaucoup, hein, le tiers. Donc vous voyez, ça peut correspondre à ça. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention de faire en sorte que les enfants soient sécurisés. C'est pas pour ça de ne pas leur donner des limites, mais sécurisés. Mais c'est ennuyeux parce que si les gens sont borderline, ils peuvent tourner d'un côté comme de l'autre. Hein, parce que de prendre des antidépresseurs, c'est quand même pas l'idéal, hein, c'est clair. Vous avez d'autres questions? Bon. Eh bien, je vous remercie. Ça fait quelle heure? 18h? Bon, ça va. Quelle heure il est? 18h. Ça fait une heure. Bon, ça va. 1h25. C'était pas trop long?